C'est une table ronde qui est très importante et qui me touche particulièrement parce que je suis ce que j'aime appeler une banlieusarde de campagne, puisque j'ai grandi dans un quartier HLM du Vaucluse. Donc ça va être passionnant pour moi d'animer cette table ronde. Je vous représente rapidement donc Thierry Baudet qui est à ma droite, président du Conseil économique et social. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter ici, le Conseil économique et social? Mais je vais quand même le faire. C'est une chambre de la société civile qui est très importante pour conseiller le Parlement, le gouvernement sur des politiques publiques à mener. Je le disais, Inès Sediki, qui est fondatrice de GetUp, qui œuvre pour le coup pour la justice sociale environnementale et aussi la réécriture de nouveaux récits sur les jeunes des quartiers populaires en les incluant directement. Et ensuite, Salomé Berlioux, qui fait à peu près la même chose, mais pour une autre composante de la population. Et le but de cette table ronde, c'est justement d'essayer d'inclure plutôt que d'exclure justement ces deux enjeux, donc pour la jeunesse rurale. Je vais commencer par vous, monsieur Thierry Baudet. Au sein du CESE, justement face aux grandes transitions en cours, que ce soit à la fois démographiques, écologiques, mais aussi avec les enjeux technologiques comme l'IA, comment vous prenez justement à bras le corps cette question de l'inclusion, et est-ce que l'urgence de ces nouvelles transitions vous pousse à réfléchir de manière encore plus efficiente et d'essayer d'agir vraiment à court terme, dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir? Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Un peu comme vous l'avez dit, quand on est au CESE, notre rôle, c'est d'essayer de conseiller le gouvernement et le Parlement en matière de politique publique. Donc moi, mon raisonnement, c'est un raisonnement sur des questions de politique publique. Et quand il est question d'inclusion au cœur des transitions, nous, on se dit qu'il y aura inclusion s'il y a des choix politique volontariste. Et étant ici à Bercy ce matin, on sait que ce n'est pas nécessairement la meilleure des périodes pour des choix politiques volontaristes quand on fait face à une disette budgétaire. Mais nous, ce que nous disons d'abord, c'est que si nous n'agissons pas de manière résolue, alors on va assister à un creusement des fossés aujourd'hui existants. C'est très concret. Vous avez parlé de transition écologique. Si on n'a pas de politique volontariste, ce sont celles et ceux qui vivent dans des passoires thermiques qui vont souffrir du changement climatique. Ce sont celles et ceux qui, notamment dans le monde rural, ont besoin de véhicules pour emmener les mômes à l'école, pour aller travailler, qui ne pourront pas s'offrir un véhicule qui soit propre. Ce sont celles et ceux qui auraient besoin, pour des questions de santé publique, d'une alimentation saine, qui ne pourront pas y accéder. Et si je prends un autre exemple sur celui de la transition démographique, où on voit qu'avec notamment le vieillissement de la population française, la baisse de la fécondité, il faut travailler plus longtemps. On l'a vu au moment, j'allais dire, de la contestation de la réforme des retraites. Ce sont toujours les mêmes qui subiront l'usure professionnelle, etc., etc., etc. Donc, il faut des politiques volontaristes. Et il faut que ces politiques volontaristes, il faut réussir à les financer quand c'est nécessaire, ce qui suppose des financements qui soient justes, où on amène chacun à contribuer en fonction des possibilités qui sont les siennes. Et il faut que ces politiques, elles soient comprises, elles soient acceptées, elles puissent se déployer. Et comme ça vient d'être dit lors de l'échange précédent, nous croyons beaucoup à la nécessité d'associer nos concitoyens aux sujets qui les concernent. Et on peut et on doit associer l'ensemble des Français aux sujets qui les concernent, et notamment ceux de nos concitoyens qui sont les plus éloignés, j'allais dire spontanément, de ces dispositifs, parce qu'ils considèrent qu'on ne les écoute plus, qu'ils ne sont pas légitimes à prendre la parole, que leur parole n'a pas de valeur, et donc il faut créer des dispositifs pour intégrer les citoyens. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je pense qu'en passant notamment un certain nombre de grands sujets au tamis de la société, il faut prendre le temps, ça me paraît très important en termes d'inclusion, de réinterroger nos représentations et nos stéréotypes. Je ne vais pas le développer ici, mais par exemple sur le sujet de l'immigration.
est-ce qu'on ne pourrait pas parler de l'immigration un peu différemment, autrement que sous le seul prisme sécuritaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas poser les termes de débat documentés, étayés, où on pourrait documenter l'apport à l'économie française, l'apport au système de protection sociale français, plutôt par exemple que de toujours faire peur. Et puis peut-être la dernière idée que je pourrais développer après avoir parlé beaucoup de politique publique, c'est de dire qu'y compris au CESE, on a naturellement conscience que tout ne relève pas de l'État. Moi, j'ai voulu commencer par insister sur les politiques publiques parce que c'est peut-être un peu la particularité de mon point de vue aujourd'hui, une journée où il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais nous disons que naturellement, il faut faire confiance au territoire, il faut faire confiance aux acteurs, et ça c'est très important, créer les conditions que les associations, ça a été évoqué, les entreprises, mais aussi les collectivités locales et territoriales puissent agir véritablement. Merci, Monsieur Baudet. Justement, Inès, on parle de représentation, de perception, et c'est un peu tout ce que vous faites avec Get Up sur cette jeunesse-là qu'on dit des quartiers populaires. Est-ce qu'avant toute chose, il n'y a pas un enjeu de vocabulaire dans la manière dont on qualifie cette jeunesse-là, c'est-à-dire qu'on a tendance à opposer jeunesse populaire, c'est-à-dire jeunesse des quartiers, et jeunesse rurale? Est-ce qu'il ne faudrait pas parler des jeunesses et justement d'inclure en fait toutes ces dynamiques-là dans les représentations et dans la manière dont vous racontez les choses? Merci Nesrine. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et avec lesquelles je suis complètement d'accord. Je voudrais juste rajouter aussi au fait qu'on vit une crise économique, une crise sociale, une crise écologique. On vit aussi une crise de la confiance dans la vie politique. Et ça, c'est dans les institutions. Dans les institutions, etc. Ça, c'est quelque chose de français, mais aussi quelque chose qu'on voit à l'international. On a tous suivi les élections aux États-Unis. On voit aussi comment ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, résonne dans le débat public et tout ce que ça crée de réflexions autour du droit international, etc. Et de quelles sont en fait les valeurs morales des sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui et quel est le contrat social et quels sont les contrats en fait qu'on a avec la société et est-ce qu'on s'y sent en confiance et est-ce qu'on a envie d'y évoluer. Et ça c'est super important parce que pour moi il y a beaucoup de choses dans ce qu'on traverse et notamment dans la fracture sociale qu'on traverse qui sont psychologiques et qui nous empêchent d'être assez forts en tant que société pour répondre aux défis de demain. Mais pour répondre à ta question spécifiquement, on parle de fracture sociale, mais il y a aussi une construction permanente dans cette fracture sociale, d'une fracture identitaire, qui a certains moteurs qu'on connaît très bien, principalement l'extrême droite, mais aussi la machine médiatique qui offre une caisse de résonance incroyable et qui, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Baudet, poser les termes, qui pose les mauvais termes du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de parler de fracture sociale, au lieu de parler de crise économique, on parle d'identité et on est en train de complètement brouiller les pistes et de mal comprendre le problème. Je vais vous donner juste un exemple qui pour moi résume un peu tout. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui dans la salle tout le monde soit au courant que parmi les 5 départements en France qui contribuent le plus au financement du service public, il y a le département de la Seine-Saint-Denis, qui est à Paris, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Rhône, le département du Rhône, et le 5e c'est la Seine-Saint-Denis. Par contre, et ça on partage avec les territoires périurbains, dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui contribue le plus au bien commun qu'est le service public, 93% du territoire est en désert médical. Cette fracture de l'égalité républicaine sur le territoire, on la retrouve dans l'école, on la retrouve dans la justice, on la retrouve dans la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est un enfant qui naît en Seine-Saint-Denis, la première rencontre avec la République qu'on a, c'est la maternité, puis c'est l'école, puis c'est la police, puis c'est la justice. Et à chaque fois, il y a cette fracture. Qu'est-ce que ça dit ? Et je vais rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Baudet, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit de la reconnaissance et de la reconnaissance de la valeur qu'apporte une partie des Français à la richesse nationale et au financement d'un bien public, un bien commun qu'est le service public ? Qu'est-ce que ça dit de l'état de la méritocratie et de l'égalité des chances de notre pays ?
Donc quand on met 10 ans de plus à être diagnostiqué TDAH ou asthmatique, qu'est-ce que ça dit des chances de parcours scolaire et d'orientation et de réussite qu'on peut avoir? Qu'est-ce que ça dit aussi du traitement médiatique de ces territoires? Et après, je vais faire très vite. Parce que cette question du service public, comme je disais, c'est un défi qu'on partage avec les territoires périurbains, avec la ruralité, peu importe comme vous l'appelez. Mais ça n'existe pas en fait dans le débat public de prendre cette question-là d'un point de vue social. On va séparer ces territoires. Et cette question médiatique, elle est super importante pour une dernière chose, c'est qu'en fait, pour moi, c'est l'exemple parfait de ce qui empêche les habitants de quartiers populaires, les jeunes qui grandissent dans Seine-Saint-Denis, de se construire pleinement en tant que citoyens français. Quand on vous dit toute la journée à la télé que vous êtes un problème, que vous êtes la raison pour laquelle la France va mal, et que vous et vos parents et vos arrière-grands-parents, vous êtes un problème pour ce pays, qu'est-ce que ça dit des dispositions qu'on donne à une partie des Français pour véritablement faire partie de la société et être reconnus à leur juste valeur? Inès, justement, tu parlais de la Seine-Saint-Denis et de la notion de déserts médicaux et aussi la notion de transport, d'inégalité d'accès à certaines zones géographiques. Je crois que Salomé, c'est aussi les points communs avec ce qu'on appelle la ruralité. Et on a encore du mal à définir en France ce que ça signifie, la ruralité. Est-ce que, justement, il y a des points communs avec les territoires qu'on appelle de quartiers populaires et comment on pourrait lier, en fait, les conditions et en même temps le moyen de lutter contre ces conditions et la désertification, mais aussi la stigmatisation, l'enclavement, etc. Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites en ce sens et je vais essayer moi de prendre le prisme qui est celui que je connais le mieux, qui est celui effectivement des jeunes des zones rurales. Rappelons pour commencer que c'est 1 jeune sur 3 en France aujourd'hui qui vit dans la ruralité. Donc c'est pas du tout une poignée de filles et de fils d'agriculteurs comme on peut parfois le penser. Voilà. Si on prend les jeunes des zones rurales et des petites villes, on est à 10 millions des moins de 20 ans. Mais donc tout ce qui a été dit est très juste et effectivement cette rencontre est essentielle dans le sens où il ne s'agit absolument pas d'opposer, mais de compléter et de chercher à compléter sans cesse et à voir comment on peut s'inspirer des dispositifs qui sont créés ici pour les déployer là, sachant que les dispositifs qui sont créés ici ne sont pas encore parfaits et qu'il faut continuer effectivement eux-mêmes à les améliorer. Pour répondre à votre question, en gros, on parle là d'enjeux qui sont des enjeux à la fois sociaux et territoriaux. Et parfois, quand on parle, par exemple, d'une jeune fille d'origine modeste dans un quartier ou dans la ruralité, on a là un triple déterminisme social, géographique et de genre qui fait qu'effectivement, en termes d'égalité des opportunités, on part dans ces cas-là de vraiment très loin. Et donc la question, c'est regarder de manière très précise les obstacles que les jeunes des quartiers, pour le dire rapidement, et de la ruralité, pour le dire rapidement également, ont en commun. Et là, il y en a plein et certains ont déjà été cités. Parlons par exemple de l'autocensure, qui est bien plus qu'un simple mécanisme psychologique de manque de confiance en soi qu'on voit parfois chez les jeunes à 14, 17 ou à 25 ans. C'est vraiment ce n'est pas fait pour moi parce que je viens de banlieue, ce n'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne. Et donc, je ne m'autorise pas certaines études, certains métiers et certaines trajectoires pour des raisons d'ancrage géographique et souvent des raisons également financières, puisqu'encore une fois, les deux sont très souvent liés. Si on prend la question du manque d'informations concernant les filières, concernant les métiers, la question fondamentale des enjeux financiers, et je le disais à l'instant, évidemment les enjeux et les défis financiers des ménages et notamment donc des jeunes dans les quartiers sont vraiment documentés. Rappelons qu'aujourd'hui 80% des milieux modestes vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues. Donc la France des zones rurales et des petites villes, c'est aussi une France qui est fragile sur les plans économiques et qu'évidemment cela ça pèse sur les trajectoires des jeunes qui y vivent. Il y a aussi des défis qui sont spécifiques à la ruralité ou alors qui sont spécifiques au fait que, et ça je dois le dire puisque je représente aujourd'hui cette population-là,
spécifique au retard qui est pris dans la prise en compte des problématiques des jeunes ruraux. C'est-à-dire que quand en 2016 on fonde Chemin d'avenir et qu'on va frapper aux portes des ministères et des entreprises en disant attention, évidemment la grande pauvreté est dans les grandes métropoles, attention, les défis sont immenses dans les quartiers, et est-ce qu'on pourrait essayer encore une fois de s'inspirer de ce qui est fait ici pour regarder ces jeunes qui sont à titre individuel dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances, avec des conséquences lourdes sur leur présent et sur leur avenir à titre individuel et à titre collectif, et cela était bien avant la crise des Gilets jaunes, 3 ans exactement, qui a été aussi une forme de révélateur de la souffrance dans ces territoires-là. Je ne vais pas dire qu'on me rit au nez, mais très honnêtement, on me ferme la porte au nez en me disant que, écoutez, on ne va pas inventer une nouvelle catégorie de jeunes qui seraient les jeunes des zones rurales et des petites villes, ou les jeunes de la France périphérique, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, mademoiselle. À l'époque, on m'appelait mademoiselle. Quelques années ont passé depuis. Mais en tout cas, le fait était là de me dire, il y a déjà les jeunes de quartier, les jeunes à haut potentiel, les jeunes en situation de handicap, et on ne va pas inventer une nouvelle catégorie de jeunes. Et donc, tout le point de Chemin d'avenir dès 2016 était de dire, mais en fait, cette catégorie, elle est là. Et c'est peut-être très français de chercher à mettre une petite étiquette sur la catégorie avant de traiter le problème, mais ces problématiques sont là. Et donc, je m'en arrêterai là, mais il y a des choses très justes qui ont été dites à l'instant, par exemple sur la question de la représentation. Et donc, effectivement, sur les questions d'identité liées à l'immigration, il y a des énormes sujets en la matière. Si on prend ces questions de biais de représentation par rapport à la ruralité, regardez, ces jours-ci, on parle des territoires. Pourquoi est-ce qu'on parle des territoires? D'ailleurs, ce terme de territoire qu'il faudrait questionner à l'envi, mais ce n'est pas le sujet. On parle des territoires parce que ça gronde du côté des agriculteurs. Et en fait, pardon, je suis un peu caricaturale volontairement, mais la France des zones rurales, aujourd'hui, et les jeunes des zones rurales, on les regarde dans 2 cas. On les regarde quand on a peur qu'ils votent mal. Et quand on a peur qu'ils votent mal parce qu'on se dit en gros ils ne comprennent rien, ou ils sont en colère, ou ils s'identifient à Bardella qui mange des bonbons, donc en gros on va les regarder. Et on les regarde quand les agriculteurs sont pas contents. Et évidemment, les agriculteurs, il faut entendre leurs souffrances, leurs problématiques, ça n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas ne regardons pas les agriculteurs, le sujet est regardons les 94% d'autres populations rurales, puisque les agriculteurs, vous le savez, c'est moins de 6% des actifs dans la ruralité. Donc ça veut dire que si on ne traite que la question de l'agriculture, et si on se dit en gros que tout ça est une histoire de poussins, de tracteurs et de bottes de foin, on fait 94% d'invisibles, et on a des jeunes ruraux qui sont aujourd'hui encore coincés entre l'amour est dans le pré et l'invisibilité. Et donc c'est vraiment tout le sujet pour moi, et c'est là où encore une fois je remercie ce sommet de vraiment traiter les choses de concert, parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Et là, et c'est encore une fois peut-être là-dessus qu'il faut, enfin que je me permets d'insister, c'est qu'il faut qu'on passe la seconde sur la question de la ruralité, parce qu'on a des décennies de retard en la matière, et que par exemple, pour prendre ce terme d'assignation à résidence, qui est un terme très fort qui lie à nouveau les quartiers et la ruralité, c'est un point commun, notamment en termes d'assignation à résidence symbolique. On se sent souvent coincé dans un quartier et coincé dans sa ruralité natale parce que on vient d'un milieu qui ne nous autorise pas forcément à bouger, mais vous êtes dans un village des Vosges ou dans un hameau des Vosges, si vous arrivez à passer outre les barrières symboliques, ça n'est pas facile, mais vous aurez en plus à passer outre la question des kilomètres qui déterminent le destin de ces jeunes, avec, et ça c'est le cadre d'une enquête récente de Chemin d'avenir avec l'Institut Terram, des jeunes qui passent 2h37 en moyenne par jour dans les transports, soit 45 minutes de plus par jour que les jeunes des grandes métropoles et des quartiers. Donc ce genre de problématique-là, et la question de la mobilité et le poids de la mobilité sociale, mais aussi géographique dans le parcours des jeunes ruraux, je pense qu'on est encore très loin d'en avoir pris la pleine mesure, et surtout d'avoir développé des dispositifs concrets pour changer la donne. Merci beaucoup à tous les trois. On va terminer.